Merci maître pour ces mots aimables, merci de m'accueillir ce soir, tout cela est absolument magnifique, je suis ravi, c'est vraiment un superbe projet que je découvre. Hein. J'ai fait la connaissance de maître Mercier voici quelques mois, il m'avait prévenu qu'il me solliciterait pour parler d'un sujet que l'on choisirait ensemble, c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines et je suis vraiment ravi de voir que tout cela prend forme. Ce que vous faites est absolument excellent. C'est ces cénacles au fond dont nous avons besoin aujourd'hui pour compléter l'enseignement universitaire. Vous avez besoin de vous frotter à des idées peut-être un peu dérangeantes, qui ne vous conviennent pas toutes. J'espère que ce sera le cas ce soir. On va parler de sujets qui sont hautement polémiques. Hein. C'est la nitroglycérine, ce qu'on va mettre sur la table ensemble ce soir, la liberté d'expression. Sujet dangereux s'il en est, et ce que j'espère c'est que je ne serai pas trop bavard et qu'on gardera un petit peu de temps pour pouvoir échanger. N'hésitez pas à protester, à exprimer de vigoureuses protestations. C'est vraiment, je crois, comme ça que vous concevez ces échanges avec des universitaires ou avec des intervenants qui viennent agiter des idées. Alors, de quoi s'agit-il ce soir? De la liberté d'expression. Liberté absolument fondamentale, vous le savez tous, il n'y a pas besoin d'être un grand juriste pour savoir l'importance qu'elle revêt. Elle est sans doute la liberté parce qu'elle est la garantie de toutes les autres. Je vous citerai une décision du Conseil constitutionnel bien connue qui nous dit que la liberté d'expression est la garantie essentielle du respect des autres droits et libertés. Et c'est une évidence, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté d'opinion, il n'y a pas de liberté politique, il n'y a même peut-être pas d'état de droit s'il n'y a pas cette possibilité de confronter des opinions, de s'affronter dans une arène médiatique, politique, et c'est de ce choc des idées, de ce choc des opinions, que peut ressortir, sinon la vérité, du moins une réflexion un peu avancée qui fait progresser le débat politique et qui derrière fait progresser la loi, parce que c'est en heurtant les opinions que dans le débat parlementaire, on parvient à faire émerger une position raisonnable, une position commune. Tout ça est absolument essentiel. Et tous ceux qui participent à ce débat d'idées sont donc des agents de la démocratie, des agents de la liberté sans laquelle il n'y a pas de pluralisme, sans laquelle il n'y a pas, je vous disais même, d'état de droit. Donc c'est absolument essentiel. Alors, vous ne serez pas étonné que cette liberté d'expression soit protégée et garantie par une multitude de textes. On se contentera des plus anciens, des plus vénérables, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont les articles 10 et 11, vous le savez, garantissent tout à la fois la liberté d'opinion et la liberté d'expression, deux libertés intimement liées, l'une n'allant pas sans l'autre. Si vous n'avez rien à exprimer, parce que vous n'êtes pas capable de forger des opinions, la belle affaire que de vous garantir une liberté d'expression. Mais si vous avez des opinions et qu'on ne vous laisse pas les exprimer, que devient cette liberté qui reste confinée dans le fort intérieur? Donc elles sont intimement liées. Elles sont absolument essentielles pour le législateur. Je reprends les termes même de l'article 11 qui nous dit que la liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. On y reviendra. Donc cette liberté, et c'est le point de départ de toute discussion à ce sujet, doit être défendue. Et elle doit être défendue parce que c'est un combat permanent. Elle est en danger, et à vrai dire, elle l'a toujours été. Parce que la première erreur à ne pas commettre serait de tomber dans le mythe d'un âge d'or, la liberté est menacée aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'expression. C'est vrai, je vais m'employer à vous le faire apparaître, mais je ne suis pas certain que la situation ait jamais été totalement satisfaisante à cet égard. Il y a toujours eu une menace qui pèse sur la liberté d'expression. Ce qui est certain, c'est qu'elle devient préoccupante aujourd'hui. Mais gardons-nous d'imaginer le « c'était mieux avant », peut-être dans une certaine mesure, mais une mesure à reconsidérer. Je vous rappelle que les encyclopédistes ont pour beaucoup tâté la paille humide du cachot, ont dormi en prison. Il n'y a pas eu en la matière une époque où tout pouvait être dit sans rien risquer. Également, ce qui invite à relativiser le propos, c'est qu'il faut aussi raison garder. Sans doute qu'en France aujourd'hui, la situation de la liberté d'expression n'est pas satisfaisante. Mais on ne risque pas sa vie en France. À trop user ou à mésuser de sa liberté d'expression, on peut faire la connaissance des juges de la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris. Pas très agréable. Mais que risque-t-on? On y reviendra, on risque, mais on ne risque pas sa vie en France à mal s'exprimer. On ne risque guère son intégrité, on ne risque guère même sa liberté. Il faut vraiment y aller avant de se retrouver en prison. Donc, il faut raison garder
oui, la liberté d'expression est menacée, mais commençons par rendre un hommage à notre état de droit. On peut encore s'exprimer dans ce pays. Je ne vais pas m'en priver ce soir, d'ailleurs, de dire tout le mal que je pense de nos lois et de la situation qu'elles créent. Et donc, c'est bien, au fond, le plus bel hommage que l'on puisse rendre à une liberté d'expression qui subsiste néanmoins. Cela dit, cela n'interdit pas une certaine lucidité, celle qui nous impose le constat que certaines accélérations d'un mouvement historique de répression d'une liberté jugée dangereuse, ce mouvement s'accélère. Il y a une accélération de ce mouvement répressif et il y a à cet égard un vrai motif d'inquiétude qui se traduit par plusieurs choses. D'abord, la multiplication des infractions créées par le législateur pour réprimer les opinions et le fait de les exprimer. La multiplication des associations qui sont autorisées à venir participer à cette répression en devenant des agents de la poursuite, de déclenchement de l'action publique, dans un but d'en renforcer l'efficacité. Mais ça devient tellement efficace que, précisément, c'est un motif de s'interroger. Et puis, au-delà, et le thème est plus politique, il y a un vrai sujet qui est qu'on peut se demander si la liberté d'expression ne fait pas aussi les frais d'une certaine standardisation de l'opinion, de la pensée, standardisation des individus d'une manière générale, mais qui se traduit dans le domaine de la pensée et dès lors de l'expression par un calibrage des idées, par une sorte de précaré de l'opinion dont les bornes sont fixées par certains arbitres des élégances, bornes au-delà desquelles il est de plus en plus difficile d'aller. Et on le voit, n'importe quel observateur de bonne foi constate que le débat politique, le débat d'idées n'est pas serein en France. Il n'est pas une semaine qui passe sans que l'on ait le scandale de la semaine. Il y en a parfois deux, il y en a parfois plusieurs. Le scandale du mot qui fait de la peine, qui fâche. Et aussitôt la machine s'emballe, selon un scénario qui est immuable. Protestation véhémente, condamnation, pilori bien sûr, il faut juger le coupable d'avoir prononcé le mauvais mot, le coupable du dérapage, j'y reviendrai, il y a toute une terminologie. Et puis, plainte pénale, demande de sanctions, s'il est fonctionnaire, on va le révoquer. Et puis ça se termine par des excuses, qui d'ailleurs ne mettent pas forcément fin à l'affaire, mais voilà le cycle. Alors heureusement très court, hein, parce qu'un clou chasse l'autre. Chaque semaine, on va avoir... alors il y a des invités qui reviennent régulièrement. Le Zemmour de service, qui semble y prendre un certain plaisir. La fosse au lion, à ses habitués. Alors pourquoi pas ? On peut juger d'ailleurs les opinions exprimées par certains de ces provocateurs tout à fait scandaleuses. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que la réponse ne doit pas être pénale. Elle ne doit pas être ce lynchage auquel on se livre aujourd'hui, qui n'a absolument aucun sens, qui est une injure à l'intelligence et au débat qui devrait prévaloir. Ces dissensions, ces oppositions devraient se régler dans le débat d'idées, j'allais dire à la loyale, mais pas sous cette forme, et ça va être le fil rouge de mon intervention que de vous le faire apparaître. Le problème, c'est que ces lynchages à répétition finissent par stériliser le débat, les gens ont peur. On s'y fait prendre une fois et pas deux, à quelques exceptions. Une forme d'autocensure se met en place, à exprimer des idées trop hétérodoxes. On devine ce à quoi on s'expose, et précisément, on évite d'être appelé à l'ordre avec les conséquences que cela comporte. Alors on le voit, ce sujet est éminemment politique, ce n'est pas un sujet strictement juridique, il est juridique, et on va essayer de faire un peu de droit, mais il est inévitablement juridique. Ce qui le rend très difficile à traiter, parce qu'il n'est même pas seulement juridique, il est en même temps empreint d'une certaine subjectivité. Les opinions qu'il s'agit d'exprimer, et parfois de réprimer, de sanctionner, sont aussi variables que ceux qui les expriment, aussi variables que vous et moi.
Nous ne sommes pas choqués par les mêmes choses, enfin je le pense, on pourrait faire un petit test, mais chacun réagit avec sa sensibilité, avec sa culture, avec ses valeurs, avec les choses qui lui sont chères, avec parfois une très bonne résistance à l'humour. Quand on a biberonné Rabelais, de Rabelais à des proches, en passant par Voltaire et toute la tradition satirique française, on est peut-être plus enclin à rire, voire à ricaner. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc la grande difficulté d'avoir à traiter ce sujet, c'est qu'il faut l'aborder avec une certaine humilité, en comprenant bien que ce que l'on pense soi n'est pas nécessairement partagé par nos concitoyens. Or, les lois sont faites pour tous, il faut essayer de trouver un dénominateur commun qui soit acceptable, qui ne soit pas un outrage, une agression pour notre voisin. Le risque autrement, c'est celui d'une communautarisation des outrages à la liberté d'expression. Le catholique va se scandaliser parce que tel journal aura caricaturé le pape Benoît XVI en Asie, ou tel curé en pédophile. Il s'étrangle de rage, il faut le comprendre. Le juif est insupporté par les provocations à répétition de Dieudonné. Le musulman ne supporte plus des attaques dégradantes et blasphématoires portées contre le Coran, contre le prophète. La féministe s'étrangle de rage, vengeresse, à l'idée de blagues sexistes qu'elle juge dégradantes. Je m'arrête là, mais j'ai envie de dire, etc., etc. Et le etc. nous mène très loin, parce que la liste est interminable. Et qui l'adresse, cette liste? Où s'arrête-t-on? Qui a le bonheur d'y figurer? Et à l'inverse, le malheur d'en être exclu. C'est là tout notre sujet. C'est le problème de savoir aujourd'hui comment on va traiter cette question. Soit on continue à multiplier les cas de répression parce qu'on accueille toutes ces souffrances, tous ces messages de personnes qui nous disent « j'ai été heurté, je trouve ça scandaleux, donc vous allez entendre ma souffrance et vous allez me jeter en prison ou accabler d'amendes, de sanctions diverses celui qui parle mal ». C'est la direction dans laquelle on se dirige. Soit on arrête tout et on change de procéder, on essaie de raisonner autrement. C'est ce que je vais essayer de vous proposer. Parce que c'est au droit, malheureusement, qu'il revient de traiter ces questions. Dans un monde idéal, le droit n'aurait pas à se préoccuper de ces questions. Après tout, est-ce que ça ne relève pas plus de la morale, de la bonne éducation, d'une sorte de morale commune, la common decency, chère à Orwell, cette idée qu'il y a un minimum de savoir-vivre à partager si l'on veut vivre ensemble? Ben oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, manifestement, on se tourne vers le législateur, on se tourne vers le juge pour procéder à cette régulation de la parole. Hélas, allais-je dire, mais c'est un fait, ce n'est pas, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui, c'est un pis-aller. Le droit s'empare donc de ces questions et de la manière la plus vigoureuse, rigoureuse aussi, puisqu'il fait preuve d'une sévérité toujours plus grande en multipliant les hypothèses de répression. Alors ce qui est assez paradoxal, je vous rappelle que nous vivons dans la France de Charlie. Il y a quelques mois, des millions de Français sont descendus dans la rue pour défendre la liberté d'expression, bien absolument essentielle dans notre société démocratique. C'est un énorme malentendu. C'est, au-delà d'un paradoxe, c'est un malentendu, car ces Français qui défilent pour la liberté d'expression, en réalité, n'y sont guère attachés. On va le voir, le pays est capable de manifester pour défendre cette liberté à laquelle il ne paraît guère croire, parce qu'il y a peu de pays dans lesquels l'attirail répressif est aussi développé qu'en France. Donc voilà le tableau inquiétant de la liberté d'expression que je me propose de brosser. Mon propos sera articulé autour de trois mouvements. Un premier constat d'état des lieux assez inquiétant qui me conduira à repartir de cette idée qu'on refuse en France le pluralisme. Il n'y a pas de véritable liberté d'expression parce qu'on n'est plus capable d'exprimer des opinions
hétérodoxe, variable, dérangeante, et donc il n'y a plus rien à protéger, puisqu'elle est en train de se dissoudre dans une sorte d'unanimité, de catéchisme républicain un peu niais, partagé par tous, inodore, incolore, mais qui du coup n'a pas à être protégé, puisque, comme ça a été excellemment rappelé dans le petit mot de présentation, pour qu'il y ait une liberté d'expression à préserver, encore faut-il qu'il y ait des idées dérangeantes, choquantes, inquiétantes, qu'il faille protéger. Si c'est pour protéger le droit d'allumer, d'ouvrir un robinet d'eau tiède, ça tout le monde est d'accord. Le deuxième propos sera de faire apparaître que ce n'est pas seulement le pluralisme que l'on rejette en France, c'est au-delà de traduire cela en équation juridique pénale et aboutir à une véritable criminalisation des opinions ou en tout cas de leur expression. Et c'est vraiment le cœur du sujet et le cœur du constat inquiétant. Et puis le troisième mouvement sera d'essayer de réfléchir ensemble aux moyens de reconstruire un droit plus respectueux de la liberté d'expression. Que faut-il faire? Que pouvons-nous faire? Alors j'aborderai ça de manière très prudente et modeste parce que méfions-nous des bâtisseurs de systèmes, c'est très dangereux, surtout sur un sujet comme celui-ci, mais j'essaierai de partager avec vous quelques idées qui me sont venues en essayant de systématiser et de théoriser tout ça. Alors sur le refus du pluralisme, je passe parce que c'est un propos qui passe vite, parce que c'est un propos qui est plus politique que juridique et je ne m'y sens pas très à l'aise, mais il est indéniable, je le disais en commençant, qu'existe en France une véritable tendance à traquer les opinions déviantes. Je disais, avec cet exemple du pilori sur lequel on juge au moins, et on juge d'ailleurs presque chaque semaine un malheureux dont la langue a fourché, ou pas forcément fourché, parce que certains assument leur provocation. Mais aujourd'hui, c'est un vrai motif d'inquiétude, et on peut se demander ce qu'il reste du pluralisme de l'opinion en France. Il y a un livre très intéressant qui vient de sortir ces jours-ci, qui est le livre d'Aude Lancelin, ex-numéro 2 du journal L'Obs, un livre qui s'appelle Le Monde Libre, dans lequel elle décrit ce qu'elle appelle la servitude des médias. C'est terrifiant. Numéro 2 d'un des plus beaux journaux d'opinion en France, elle décrit que tout ça, c'est du vent, ça n'existe pas. Alors il y a un discours assez politique pour dire que c'est un asservissement au capital, aux puissances d'argent, aux oligarques qui possèdent les journaux. Alors on peut ne pas y croire, y voir un conspirationnisme. C'est souvent d'ailleurs un argument, là, le conspirationnisme, pour démonter de telles objections. Peut-être. Tout ne me paraît pas pouvoir être écarté d'un revers de main. Il y a un vrai motif de préoccupation. La concentration capitalistique dans les groupes de presse et le fait que les anciens journaux d'opinion qui n'en sont plus appartiennent à une poignée d'industriels, c'est un vrai sujet quand on réfléchit au thème de la liberté d'opinion et derrière d'expression. Ces journalistes portent une grosse responsabilité dans le recul de la liberté d'expression parce qu'ils sont les chiens de garde, au fond. Les chiens de garde au sens que l'on peut donner à la chasse à ce terme, c'est-à-dire qui se chargent de la traque de ceux qui expriment des opinions déviantes et qui vont du coup être inquiétés, auxquels il va s'agir de faire peur, il s'agit de créer un certain effet de sidération, d'abord pour qu'ils ne recommencent pas, mais aussi pour que d'autres ne soient pas tentés de faire preuve de la même liberté de ton. C'est le grand concept aujourd'hui, le terme, je l'aime beaucoup, on pourrait s'y arrêter un peu plus longtemps si on en avait du temps, mais c'est le terme de dérapage. Voilà. Il existe dans ce pays une caste d'individus, essentiellement des journalistes, mais pas seulement, qui sont habilités à dire qui dérape, quel propos est un dérapage, n'est pas tolérable, sort du cercle des opinions admissibles et dont on peut débattre, pour devenir, alors vous connaissez tout le vocabulaire, nauséabond, pour devenir inaudible, pour transformer le personnage qui l'a exprimé en proscrit. La méthode même n'est pas admissible dans un pays où l'on professe la liberté d'expression, et le fait qu'il existe cette coterie d'inquisiteurs ayant un monopole pour déclarer ce qui dérape et ce qui ne dérape pas, c'est extrêmement choquant. Là encore, qui fait la liste? C'est un vrai sujet.
Mais on a, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de Orwell, lecture que je vous conseille à tous, mais vous savez, dans 1984, il y a cette scène absolument magnifique. Chaque jour, sur l'écran de télévision, qui est l'horizon indépassable de tous les néo-humains de cette société totalitaire, il y a la minute de la haine, avec la tête de Goldstein qui apparaît, et tout le monde doit cracher, hurler, l'insulter, et puis ça s'arrête, et c'est terminé, on passe à autre chose. Mais ce conditionnement des esprits pour haïr celui que l'on vous désigne, c'est assez préoccupant. Il y a une dérive mais totalement de malade, quoi. On sort du rationnel et de l'intelligence pour être dans des phénomènes de conditionnement. Enfin, c'est à pleurer. C'est véritablement à pleurer. Mais c'est votre quotidien, c'est notre quotidien, pour qui n'a pas encore éteint sa télé. Le deuxième mouvement, c'est celui de la criminalisation des idées, parce qu'on ne se contente pas de manier le bâton médiatique et de hurler au loup. Derrière, tout ça doit se traduire en équation juridique, doit se traduire en nouvelles infractions, ce que Murray appelait très drôlement l'envie de pénal. Tout le monde a cette envie de pénal, de pénalisation des propos déplaisants, enfin juge déplaisants par tel ou tel. Et le législateur a l'oreille attentive. Le législateur n'est pas le dernier à accueillir ces revendications, et parfois un simple fait divers lui donne l'occasion de criminaliser tel comportement, telle pensée, telle parole. On va en prendre quelques exemples. Alors, là encore, je peux passer rapidement parce que tout cela est bien connu. Les différentes lois qui sont venues limiter la liberté d'expression, je crois que le premier acte de ce mouvement inquiétant, c'est la loi Pleven en 1972 qui a créé le délit de provocation publique à la haine raciale. Alors personne ne peut être favorable à la provocation publique à la haine raciale, c'est évidemment très mal. Mais derrière la criminalisation de cette attitude, de ce comportement, des paroles par lesquelles elles peuvent se traduire, apparaît en réalité un délit très dangereux par son imprécision. Les éléments constitutifs de l'infraction sont délicats à appréhender. La haine raciale, la haine c'est très mal, la haine est un comportement, est un sentiment qui ne nous honore pas, qu'elle soit raciale ou qu'elle soit de tout ordre. La haine, c'est pas très beau. On est habité, dominé par sa haine, mais autant que possible, il faut l'éviter. Si elle est raciale, la bêtise l'ajoute à l'odieux. Et donc, c'est certain que ce sentiment de haine raciale n'honore pas celui qui l'habite. Mais c'est un préjugé. C'est le fort intérieur. Et, à vrai dire, la haine raciale ou le racisme d'une manière générale, comme tous les préjugés pouvant exister, ne constituent pas des délits. Vous pouvez être animé de toutes les haines possibles, de toutes les mauvaises pensées, tant que ça reste des pensées que vous n'exprimez pas et qui surtout ne se traduisent pas par des actes, ben on n'en est pas encore venu, et j'allais dire, et c'est heureux, à les réprimer. Mais donc ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est qu'on réprime d'abord un préjugé, encore une fois très vilain, mais qui n'est qu'une opinion qui, tant qu'elle ne se traduit pas par la moindre expression, en fait ou en parole, ben, ne laisse personne. Alors on dit oui, mais attention, il y a un deuxième élément de l'incrimination qui est la provocation publique. Nous y voilà. Mais là encore, grande difficulté à entendre ce qu'est la provocation publique. Est-ce que c'est la provocation publique à commettre des infractions qui auraient pour ressort cette haine raciale? Et alors, évidemment que là, la répression doit être féroce. Non. C'est un glissement perpétuel qui nous mène d'ailleurs de la haine raciale à la xénophobie. C'est le premier mouvement où ce qui devait au départ protéger ce qui devait réprimer au départ des infractions qui étaient dirigées contre cette haine raciale, qui étaient mues plus exactement par cette haine raciale, en réalité se traduisent aujourd'hui plutôt par la prise en compte de sentiments xénophobes, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui est un glissement sémantique qui a son importance. Quant à l'idée de provocation publique, le fait d'exprimer une opinion peut devenir un des éléments constitutifs du délit. Et alors, vous voyez le nombre de condamnations prononcées du chef de ce délit. C'est aujourd'hui l'un des instruments privilégiés
de cette mise au pilori que j'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est un instrument de sidération et de stérilisation du débat qui est extrêmement inquiétant. Donc, soit on est en présence de personnes qui appellent à des comportements eux-mêmes délictueux, des injures, des diffamations ou des délits de droit commun qui sont de surcroît motivés par un penchant raciste. On peut en faire une circonstance aggravante, ça c'est tout à fait audible. Mais c'est tout à fait différent. Il faut d'abord caractériser une infraction dont la motivation raciste vient aggraver l'élément constitutif premier. Donc vous le voyez, ça a été le premier coin apporté, et puis qui depuis a été suivi par une multitude d'autres délits. Alors on ne les citera pas tous. Il y a eu les lois mémorielles, la loi Guesso qui réprime le délit de négationnisme. On a eu, alors qui est un sujet de préoccupation pour les universitaires. Ici, il y a sur ces questions, il y a eu une vraie fronde des chercheurs à l'université qui ont été très inquiets. Alors non pas tant du sort qui a été réservé aux zozos, qui étaient les véritables négationnistes, qui niaient l'existence du génocide. Il y a eu une répression. Je n'ai pas eu le sentiment que chez les universitaires, on se soit mobilisé et qu'on ait versé de chaudes larmes sur ces chercheurs-là. Non, il y a eu des cas beaucoup plus inquiétants. Si vous connaissez une affaire plus récente, qui est l'affaire Pétré-Grenouillot. Olivier Pétré-Grenouillot est un professeur d'histoire de l'université de Lorient et qui est en France l'auteur du travail de référence sur les traites négrières. Il a sorti un ouvrage sur le sujet qui lui a valu des distinctions, notamment le prix du Sénat, délivré par un aréopage de savants, tous plus légitimes les uns que les autres. Et puis bon, le malheureux a cru devoir donner une interview dans un journal où il a expliqué sa thèse. Il a expliqué que son étude des traites négrières le conduisait à considérer qu'elle n'était pas génocidaire. Alors, en disant cela, il n'en altérait pas du tout le caractère éminemment criminel et scandaleux, mais ce n'était pas proprement parler un génocide parce que l'ignoble marchand d'esclaves ne tue pas sa marchandise. Voilà. Alors on peut discuter, peut-être est-ce faux, peut-être est-ce contestable, peut-être est-ce éminemment polémique, mais immédiatement, le pilori décrit tout à l'heure, protestation, plainte pénale, pilori, menace de révocation, s'est mis en branle pour, là encore, produire cet effet de sidération. Et ça a fonctionné. Alors la plainte n'a pas été au bout, elle a finalement été retirée, mais ça nuit véritablement à la liberté d'expression. Parce que l'universitaire moyen, avant de travailler sur ces sujets-là, se dit non, j'ai plutôt faire une thèse sur la servitude de l'âne autour du puits au XVIe siècle ou dans l'œuvre de Jean Domas, je risque moins qu'à travailler sur ces questions-là. Donc c'est un vrai motif de préoccupation. Alors après, l'étape d'après, ça a été la répression des phobies. Car nous sommes tous phobiques, et le juge se charge de nous guérir, le juge avec l'aide du législateur, et il faut réprimer les paroles racistes, les paroles sexistes, les paroles homophobes, les paroles handiphobes, tous ces mots qui font mal, qui heurtent, qui sont parfois objectivement scandaleux et choquants, mais qui deviennent autant d'infractions pénales. La liste des péchés contre la bonne pensée s'allonge d'année en année, et cela aussi c'est très préoccupant. Alors on peut prendre un exemple qui est peut-être le plus saisissant. C'est celui de la loi Perben du 30 décembre 2004 qui a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui le délit d'homophobie, ce texte réprime la diffamation et les injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur handicap. Comment cette loi Perben est-elle apparue dans notre ordre juridique? Eh bien à la suite d'un fait divers, un fait divers absolument dramatique, qui est l'affaire Sébastien Nouchet. Si vous vous souvenez de cette horrible histoire, Sébastien Nouchet, dans son pavillon, est un soir retrouvé brûlé au 3e degré par de l'essence qui lui a été mise sur le corps, et il raconte à ses sauveurs que des marginaux, en le traitant d'homosexuel qu'il était, enfin j'imagine que ça ne devait même pas être le terme, mais en l'insultant, l'ont aspergé d'essence et ont cherché à le mettre à mort. Rien de moins. Alors, on ne peut pas rester insensible à une telle affaire. Et l'émoi est considérable. Le président de la République, Jacques Chirac à l'époque, se mobilise. Dominique Perben, garde des Sceaux,
en fait son affaire personnelle et fait voter dans la foulée ce texte, la loi Perben, pour transformer, d'abord pour créer ce délit d'homophobie, et puis pour en faire une circonstance aggravante de toute une série d'infractions, habilitant au passage un certain nombre d'associations, je vais y revenir, à déclencher l'action publique. Le problème, c'est que après que trois marginaux arrêtés, qui ont été arrêtés peu de temps après les faits, passé 1 an ou 2 en prison, l'enquête se dégonfle. Et il apparaît, bon, personne ne saura ce qui s'est passé, mais le juge d'instruction, relevant que le malheureux Sébastien Nouchet en était à sa 19e tentative de suicide et qu'il existait des motifs de considérer qu'il n'était peut-être pas impossible qu'il soit à l'origine d'une auto-immolation. Bref, en tout cas, classement, non-lieu plus exactement, l'affaire n'ira pas au bout. Le problème, c'est que le délit lui est resté. Et donc, motivé par un... Alors vous me direz, celui-ci n'était pas le bon, mais il y en a eu d'autres, ou il pourrait y en avoir d'autres. C'est quand même gênant que ce qui fonde cette infraction et la répression de la liberté d'expression qu'elle permet soit fondé au minimum sur un malentendu, en tout cas sur un fait divers aussi peu consistant. Le problème, c'est que cette loi existe et qu'elle a été immédiatement appliquée, puisque l'un des hommes politiques qui, à cette époque, avait contesté l'adoption de cette loi qu'il jugeait scandaleuse parce que créant une rupture d'égalité, parce que aboutissant à reconnaître une certaine communautarisation de la communauté homosexuelle, il peut être d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Cet homme politique, c'est Christian Vanneste, qui était un notable député du Nord, a été massacré à cette occasion. Il a perdu tous ses mandats, il a été condamné sur le fondement de ce nouveau texte qu'il critiquait en première instance, par la Cour d'appel. Il a fallu que la Cour de cassation intervienne, mais 3 ou 4 ans plus tard, sa vie avait déjà changé, pour que l'arrêt soit cassé et qu'on considère que non, il avait eu le droit de critiquer cette loi, ça faisait partie du débat public et de la liberté d'expression. Alors le dernier débat, aujourd'hui, au-delà de la traque des phobies qui continue, il y en aura d'autres, c'est la traque de la liberté de conscience. Et au sein de la liberté de conscience, ce qu'on appelle l'objection de conscience. Il y aurait plusieurs exemples à en prendre, mais je n'en prends qu'un tiré d'une actualité brûlante. C'est l'introduction en droit français d'un délit d'entrave numérique à l'IVG. Alors là encore, quoi qu'on pense de l'IVG, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus guère de débat en France sur le sujet, c'est entré dans les mœurs, dans la loi, et la question n'est pas de savoir s'il faut revenir ou pas sur cette loi Veil introduite dans notre ordre juridique. La question est de savoir si le fait de dispenser une information sur ces sujets, qui soit contradictoire, et même sans être contradictoire, qui permette à des femmes qui se préparent à avoir recours à une IVG, leur laisser entrevoir des solutions alternatives, des possibilités. Eh bien, notre ministre de la Santé, Mme Rossignol, décrète que c'est intolérable et que toute expression d'une pensée dissidente à ce propos doit être criminalisée, doit devenir un délit. Et le fait même de livrer une information, quelle que soit sa qualité, quel que soit son caractère objectif, non, le fait d'introduire de la complexité, du contradictoire dans un sujet comme celui-ci, devient un délit, devient un motif de condamnation. Alors là, on touche le fond en termes de liberté d'expression, parce que précisément, c'est un sujet de société d'une importance considérable, dont on doit pouvoir débattre, dont on doit pouvoir discuter, mais pour qu'on en discute, il faut que les arguments puissent être mis sur la table. Ça n'est plus le cas. Bon, on pourrait poursuivre avec la traque des clauses de conscience dans les différentes professions, mais le temps passe. Tout cela est aggravé par la multiplication des associations auxquelles la loi, vous pouvez prendre votre code de procédure pénale aux articles 2 et suivants, 2.1 jusqu'à 2.25, toutes ces associations auxquelles la loi donne le pouvoir, la qualité pour déclencher l'action publique. Parce que pour assurer l'effectivité de tous ces délits d'opinion et d'expression d'idées jugées fautives, il fallait donc, pour en renforcer l'efficacité, être certain que les actions seraient déclenchées. D'où la multiplication de ces associations. Et on a aujourd'hui
une véritable privatisation de l'exercice de l'action publique par des personnes morales de droit privé, ce qui est un autre motif de préoccupation. Alors vous me direz, il y a le juge. In fine, il y a le juge qui doit protéger, qui doit assurer la protection des libertés publiques. C'est certain. La Cour de cassation, d'ailleurs, a en la matière une position assez équilibrée. Elle rappelle, je vous cite un de ses attendus de principe, mais qu'elle reprend très souvent. En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation, c'est elle qui parle, elle parle d'elle-même à la troisième personne, comme le roi. En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis, et les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. On ne peut qu'être enthousiasmé par cette formule. Bon, tout n'est pas aussi enthousiasmant. La décision rendue par le Conseil d'État dans l'affaire Dieudonné est véritablement préoccupante. Elle a été d'ailleurs vivement critiquée par une majorité de commentateurs. Vous vous souvenez tous de l'émoi qu'avait provoqué au sein du Conseil d'État la vigoureuse condamnation par Jacques Lang, qu'on ne peut pas taxer de sympathie pour Dieudonné. Il a commencé tout de suite par dire, parce que sur ces sujets il faut être prudent, par dire que l'homme était ignoble, mais il avait dit cet arrêt est absolument inquiétant pour la liberté d'expression en France. C'est une grave régression, c'était ces mots, et on ne peut que partager ce jugement de valeur. Et alors, and so what? Sur quoi allons-nous nous quitter ce soir et sur quelles propositions pouvons-nous essayer de reconstruire ce droit après ce tableau si noir, si inquiétant? Comment pourrait-on reconstruire un système plus respectueux de la liberté d'expression? Alors, il y a tout un versant politique que je n'aborderai pas. Le problème, je le disais en commençant, est un problème politique, d'insuffisant pluralisme de l'opinion en France. Ça doit pouvoir se traiter. Mais c'est compliqué, c'est un travail de longue haleine. C'est pas mon sujet du jour. Juridiquement, que pouvons-nous changer? Qu'est-il possible de modifier dans ce droit, dans cette tour de Babel qui est devenue ce droit de la liberté d'expression, là, monument inquiétant et difforme? Eh bien, je crois qu'il faut le raser. Il faut commencer par abroger. Il faut, me semble-t-il, mettre à terre cet édifice qui aujourd'hui ne peut plus être restauré, et puis le reconstruire à partir de directives un peu plus claires et plus rationnelles. Parce que quand vous remémorez cette historique de la liberté d'expression, c'est une sédimentation, loi Pleven en 72, les lois mémorielles à partir de 90, et puis à chaque poussée communautaire, une petite loi pour les uns, une petite loi pour les... Non, tout cela ne présente aucune harmonie et aucune logique. Il faut reconsidérer l'ensemble. Abroger d'abord tous ces textes. Combien y en a-t-il? Je suis incapable de vous le dire. Régis de Castelnau, qui est un avocat tout à fait passionnant, je vous invite à lire son blog, écrivait dans le dernier journal Causeur qu'il avait dénombré 400 textes limitant ou supprimant la liberté d'expression en France. Alors je lui laisse la responsabilité de ce décompte, j'en suis absolument incapable, et je ne vais pas aller chipoter pour lui dire qu'il y en a 380 ou 350, mais c'est dire l'importance de ces interdits. Il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Il faut domestiquer ces lois devenues folles. Il y en a beaucoup trop, et je ne vois pas d'autre solution que de les abroger. Toutes, de la loi Perben aux dernières lois sur la répression des propos sexistes ou homophobes, en passant par les lois mémorielles, on met tout à terre. On abroge. Dans le même temps, on redéfinit le droit des associations de défense de ses intérêts catégoriels. On est allé beaucoup trop loin. Le parquet doit reprendre la main. Les victimes doivent être encouragées à défendre leurs propres droits et à faire réparer leurs intérêts lésés. Que des associations les assistent, ça c'est tout à fait souhaitable. Leur donnent des moyens, leur paient des avocats, des conseils, pourquoi pas. Mais que ces associations deviennent des auxiliaires du déclenchement de l'action publique, on ne peut pas l'interdire absolument, mais il faudrait l'encadrer beaucoup mieux. Déjà, subordonner un tel droit exorbitant au contrôle d'une certaine légitimité. Aujourd'hui, on se contente de constater qu'elles ont 5 ans d'existence. Pourquoi pas? Mais ne faudrait-il pas
s'intéresser à la représentativité de ces associations. Combien d'adhérents, à jour de leur cotisation, quel est votre budget? Bien souvent, ce sont des budgets qui fonctionnent exclusivement avec des subventions publiques. C'est pas normal. Si l'association représente vraiment quelque chose et qu'elle peut vraiment incarner par le nombre de ses membres et par les dons et cotisations qu'ils lui versent, elle incarne quelque chose, déjà, on peut peut-être procéder à des distinctions. Et puis, d'une manière générale, ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un droit d'action doit leur être reconnu. Elles doivent participer au débat, participer à l'éveil des consciences, mais pas nécessairement dans le prétoire. Alors on abroge, oui, mais la table rase, ça n'a jamais mené bien loin. Que fait-on après? Il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il y a une réflexion politique sur ce que l'on attend. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de revenir à une vraie liberté d'expression, celle qu'on fantasme tous, en tout cas dont je rêve moi, que j'imagine avoir existé un jour dans un monde idéal, mais je vous le disais en commençant, elle n'a probablement jamais existé vraiment. Et elle n'est pas souhaitable. Une liberté d'expression absolue est extrêmement dangereuse et il ne faut certainement pas la revendiquer. Donc il faut aujourd'hui s'interroger sur les interdits que l'on accepte de consacrer, mais pas à la va comme je te pousse, parce qu'il y a eu un fait divers, parce qu'il y a eu une association qui a gueulé plus fort qu'une autre, parce qu'il y a eu tel ou tel mouvement d'opinion qui fait qu'on va dans l'urgence, dans la précipitation, sans réflexion d'ensemble, introduire un nouvel interdit. Non, une réflexion beaucoup plus globale. Je crois qu'on ne reviendra pas à une liberté d'expression telle que nous avons pu la connaître il y a quelques dizaines d'années. Au fond, la société ne la revendique pas. Notre société est inquiète aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi le signe d'une certaine communautarisation. On s'inquiète de ce qu'on va dire de nous. Et il y a sans doute une certaine attente d'une domestication des opinions. Il faut en tenir compte. Je crois que ce qui a beaucoup changé la donne également, c'est Internet. Les nouveaux moyens d'information, nouvelles technologies d'information changent la donne. Le propos affligeant qui était tenu au Café du Commerce n'avait pas verba volent, à peine exprimé, il disparaissait avec les vapeurs d'alcool, on n'en reparlait plus le lendemain. Alors que sur Internet, tout reste. Les opinions sont diffusées beaucoup plus largement et surtout, elles demeurent. Donc ça appelle de nouvelles réponses. La réponse me paraît la réponse me paraît passer par un principe qui doit être celui d'une immunité dès qu'il est question d'opinion. Les opinions ne doivent pas engager la responsabilité de leurs auteurs, par principe. On doit poser ce principe clair. Mais une opinion, entendons-nous, une opinion, c'est-à-dire un discours intelligible, un discours construit, l'articulation d'un raisonnement. L'opinion, ce n'est pas des borborigmes, des injures, non, non. L'opinion, c'est une véritable action de l'intelligence pour développer un argumentaire. Ça, par principe, ça ne doit pas être justiciable des tribunaux. Ces opinions peuvent être odieuses, peuvent être insupportables. Eh bien, la liberté d'expression a été inventée pour cela. La Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé à plusieurs reprises. Ce sont ces opinions-là, inaudibles, insupportables, choquantes, pour lesquelles la liberté d'expression a été inventée. Eh bien, on doit en revenir à ce principe. Alors, peut-être que trop de démocraties sont mortes d'avoir appliqué ce principe. Vous connaissez la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Le problème, c'est que les ennemis de la liberté, avec Saint-Just, ça commençait un peu vite. Mais au fond, c'est peut-être pas si absurde que ça. À partir du moment où un pays, une nation, se juge en état de légitime défense, parce que les opinions qui sont professées la mettent vraiment en danger, parce que c'est plus de l'opinion, si c'est de l'opinion, mais qui se traduit par un appel au meurtre, qui se traduit par une remise en cause de tant de choses que ça en devient très dangereux, on pourrait imaginer une sorte de légitime défense qui passerait par une criminalisation de ceux qui ne peuvent pas revendiquer une liberté qu'ils nient par ailleurs, à laquelle ils ne croient pas. Ce serait, à mon avis, la seule exception qui serait recevable. Donc, immunité presque totale, quasi absolue, pour les opinions. En revanche, réintroduire toute une série d'interdictions en distinguant mieux les opinions des
et des mots, des paroles d'autre part. Des informations. Rendre publiques certaines informations, ce n'est pas une opinion. Alors ça peut contribuer au débat et permettre ainsi de forger des opinions. Donc le principe doit rester un principe de liberté. Mais les exceptions doivent être beaucoup plus facilement admises. Toute une série de considérations d'ordre public doivent permettre d'interdire, de révéler des informations qui mettent en cause la défense nationale, le secret défense, le secret des affaires, le respect de la vie privée, le droit à l'image, que sais-je encore. Et là, libre au législateur de dresser des listes d'informations qui doivent pouvoir demeurer confidentielles. On n'est pas sur le registre de l'opinion ici. Et donc on n'exprime pas n'importe quoi. Quand on entend des journalistes en pleine attaque du GIGN expliquer, donner possiblement aux terroristes des informations sur la façon dont se déroule un assaut, c'est absurde, c'est un manquement à leur déontologie. Et qu'on vienne dire demain que ça n'est plus possible et que ça engage leur responsabilité, je crois que personne ne sera choqué. Tout ne peut pas être dit. Mieux distinguer les opinions des mots, des paroles. Évidemment qu'il faut maintenir la répression des mots qui blessent, des mots conçus comme des armes. La diffamation, l'injure, tout cela doit évidemment demeurer, et peut-être même d'ailleurs être d'autant plus réprimé qu'on aura supprimé d'autres délits qui jusqu'à présent trouvaient une autre justification que l'injure ou la diffamation. Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un nouveau délit ? Au fond, car c'est ce qui nous manque. Et c'est ce autour de quoi on tourne depuis des années. Ce qu'on n'arrive pas à réprimer, ce sont ces paroles, ces mots qui heurtent le sens commun tellement ils sont insoutenables, violents. Ce que le Conseil d'État, au fond, a voulu dire, et qu'il a très bien dit pour le coup, dans l'arrêt Dieudonné. Il y a des opinions qui sont contraires à la dignité humaine, à la dignité de la personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou pas maintenant, pas comme ça. On pourrait en prendre une multitude d'exemples. Un exemple très ancien. Est-ce que personne ici ne devait être né quand est mort le général de Gaulle et que Harakiri avait titré « Balle tragique à Colombey, un mort », qui était le summum de l'humour noir à l'époque, parce que la semaine d'avant, il y avait une boîte de nuit qui avait brûlé, il y avait eu 150 morts, 140 morts, une horreur, un carnage effroyable, et la semaine d'après, Harakiri ricane de la mort du général de Gaulle. Eh bien, c'est au fond, à l'époque, il y avait eu un émoi, et ça n'avait été discuté par personne que ce journal devait être retiré des kiosques, il devait être interdit. Il y a au fond une certaine descente. Moi je vais vous dire, ça me fait beaucoup rire, je trouve ça très drôle. Mais je conçois au fond que mon rire doive s'incliner devant une susceptibilité, une sensibilité plus grande à l'outrage de beaucoup de mes concitoyens. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas dire ça. J'aurais pas dû rire, c'est vrai. C'est pas bien, on ne dit pas ça. Et au fond, quand Dieudonné est condamné au silence, est-ce que c'est pas ce qu'on lui reproche? Est-ce que c'est pas pour les différents fondements qu'on a pu avancer, mais c'est parce qu'il manque à ce que j'appellerais au fond le devoir de ne pas heurter la décence commune. Et moi je vais vous livrer un mot pour ça, c'est le blasphème. Il faut réintroduire dans notre droit le délit de blasphème. Quand Harakiri ricane sur le cadavre encore chaud du général de Gaulle, quand Dieudonné ricane sur des histoires de chambre à gaz qui le font beaucoup rigoler, on pourrait en prendre d'autres exemples. Est-ce que vous avez vu ce tweet qui a été émis par une élue brestoise dans le quart d'heure de l'égorgement du père Hamel, et qui se demandait, là encore je vais vous dire, j'ai honte de le dire, mais ça m'a fait rire sur le moment, mais c'est ignoble. Il est mort en martyr, aura-t-il ses 70 enfants de cœur au paradis? Ça vous fait rire, hein? J'espère que vous avez honte. Mais c'est vrai que c'est drôle. Enfin, non, c'est pas drôle. On est à la fois pris par le trait humoristique, mais qui est vraiment insoutenable. Voilà. J'ai même pas besoin de vous développer le caractère ignominieux du propos. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du blasphème. Et donc au fond, ce qui nous manque, c'est un peu paradoxal de terminer par cela, mais
alors qu'on revendique le droit au blasphème, le droit de blasphémer, mais il n'y a plus de droit au blasphème qui vaille parce qu'on n'a plus grand-chose de sacré. Et si c'est pour ricaner des musulmans ou des catholiques avec les curés pédophiles, si vous voulez, mais ça c'est plus du blasphème, ça c'est du propos convenu, c'est presque de l'humour remboursé par la sécurité sociale, tellement c'est devenu obligatoire. Non. En revanche, réinventer un vrai délit de blasphème pour protéger des intérêts qui sont supérieurs, pour interdire l'indicible. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Alors après, la difficulté, ce sera de savoir, là encore, qui fait la liste. C'est notre grand problème à chaque fois. Mais raisonner ainsi et montrer qu'une société, pour vivre ensemble, a besoin de sacré et a besoin de sacraliser certaines choses. On ne rit pas. On ne rit pas du cadavre de ce prêtre égorgé. On ne rit pas des chambres à gaz. On ne rit pas de toute une série de choses dont la liste reste encore à établir, mais que cette décence commune nous impose de respecter comme étant sacré. Et donc c'est vraiment à rebrousse-poil du discours majoritaire que je propose de prendre le problème, en vous suggérant rien de moins, et je vous quitterai là-dessus, la réintroduction d'un délit de blasphème, ce qui n'est pas le plus mince des paradoxes. Merci de votre attention.